Hey, salut à tous! Alors, vous aimez les rochers et le venin? Pas de problème! Aujourd'hui on regarde Ark Nova. Dans Ark Nova, vous allez essayer de créer votre zoo et chaque joueur va avoir ce plateau individuel devant lui qui représente les différents espaces de son zoo dans lequel on va pouvoir venir construire des enclos. Évidemment, dans ces enclos, il va falloir qu'on mette des animaux. Les animaux, c'est ce qu'on repère sur les cartes ici et sur l'énorme paquet de cartes qui va constituer la pioche du jeu. Ces animaux et ces enclos vont nous rapporter des points d'attrait. Les points d'attrait, c'est la piste qui se trouve ici, les espèces de petits tickets qui fait tout le tour du plateau. Et j'en profite pour vous montrer le plateau qui est tout en longueur, qui va de là jusque là. Voilà, vous ne le reverrez plus en entier à la caméra. Donc on a cette piste d'attrait qui va dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on a une piste de conservation, ce sont les cases vertes qui partent dans l'autre sens. Et l'objectif du jeu, c'est exactement comme dans le jeu Les Rajas du Gange, ça va être de faire en sorte que la piste d'attrait croise votre piste de conservation, et le premier joueur qui arrive à faire se croiser ces deux pistes va mettre fin à la partie, et c'est celui qui aura réussi, après décompte des points finaux, à faire se croiser le plus possible ces deux marqueurs qui remportera la partie. Je ne vais pas vous faire toute la mise en place qui n'est pas très compliquée, je vous montre juste que chacun a devant lui au début de la partie. Donc on a notre plateau avec le zoo, il y a plusieurs plateaux différents, là c'est le plateau un petit peu de base pour les parties classiques, mais vous avez certains plateaux qui ont un petit pouvoir spécifique qui va avec, ou des bonus différents. Bon là je prends le plateau de base. Ensuite chaque joueur prend des petits cubes à sa couleur et on place des cubes ici. On en a pas mal qui sont en réserve, qui vont avoir une autre utilité, mais les cubes qui sont ici en tout cas vont nous permettre de débloquer des bonus durant la partie. Ici sur notre bloc-notes, on a de l'argent, ça représente l'argent, même si on ne pourrait pas s'y attendre. Et on a aussi un bénévole qui est disponible. On a aussi ici 3 bénévoles qui, eux, ne sont pas encore disponibles et qu'on pourra débloquer au fur et à mesure de la partie. En dessous de notre zoo, on met nos cartes actions, puisqu'il y a 5 actions différentes. Et dans l'emplacement numéro 1, on met la carte animaux, obligatoirement. Et dans les 4 emplacements, on place les cartes de manière aléatoire. Ensuite, chaque joueur prend 8 cartes qu'il va regarder et il va en choisir 4 pour faire sa main de départ et les 4 autres seront défaussés. Et on a également 2 cartes décompte finales qui sont des petits objectifs de fin de partie qui vont nous rapporter des points de conservation si on réunit certaines conditions. Pour l'instant, on n'a pas besoin de choisir, on pourra choisir entre ces 2 cartes un petit peu plus tard dans la partie. Lors de votre tour de jeu, vous allez choisir une de vos 5 actions et la réaliser. Et ce que vous allez regarder surtout, c'est l'emplacement où se trouve cette action, puisque là vous avez des numéros qui vont de 1 jusqu'à 5, et plus la carte va être dans un emplacement proche du 5, plus l'action que vous allez réaliser va être puissante. Par exemple, si je décide de faire l'action carte qui est ici, elle sera beaucoup plus forte si je la fais lorsqu'elle est dans l'emplacement 5 que dans l'emplacement 1. Donc, lors de mon tour de jeu, je choisis une action, par exemple celle-là, je fais l'action de la carte, et une fois que j'ai terminé l'action, je vais déplacer toutes les cartes vers la droite et placer la carte que j'ai utilisée, l'action que j'ai utilisée, dans l'emplacement numéro 1. C'est-à-dire que les actions, plus je les fais fréquemment, moins elles vont être puissantes, parce qu'elles vont se retrouver très fréquemment sur les petits emplacements, alors que si j'attends un petit peu pour faire une action et que j'optimise bien, la carte va monter et je vais pouvoir réaliser des actions beaucoup plus fortes. Et on est parti pour regarder les actions une par une, tout simplement. Alors la première qu'on va voir, c'est l'action carte. Alors l'action carte, c'est ce qui nous permet de piocher des cartes, mais avant ça, on voit ici que c'est indiqué pose 2. Pose 2 avec le symbole de tasse à café, ça veut dire qu'on va devoir avancer le petit pion ici qui est en forme de tasse à café de 2 cases. Alors à quoi ça sert? Eh bien lorsque ce pion atteint la case qui est ici, on va faire une pause. Une pause, ça veut dire qu'en fait on va renouveler un petit peu les cartes de la rivière, on va remplir les bonus à droite à gauche, on va gagner nos revenus, etc. C'est juste comme si c'était un petit peu la fin de la manche dans la partie, même s'il n'y a pas un nombre de manches prédéterminé, c'est juste quelque chose qui arrive à des moments réguliers pour vous permettre de rafraîchir un petit peu les éléments du jeu. Voilà, tout simplement. Hop. Donc jouer la carte vous permet d'avancer de 2 sur cette piste. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir piocher des cartes. Alors là, vous avez le choix en fonction de la force de l'action. Vous avez un petit tableau. Ici, je suis à 5 dans force de l'action, puisque je l'ai joué, elle était sur l'emplacement 5. Ça veut dire que je vais pouvoir piocher 3 cartes et en défausser une. Donc quand je pioche, ici, je pioche hop, du paquet de cartes qui est là. Par exemple, si c'était au niveau 1, je pourrais piocher une carte et défausser une carte, donc c'est vraiment pas terrible, hein. Il vaut mieux que j'attende que ce soit au niveau 5 pour avoir davantage de cartes en main. Ou
Autre action possible avec cette carte, je peux saisir. Et saisir, c'est ce symbole-là qu'on va retrouver sur des bonus à droite à gauche. Ça veut dire que je vais avoir le droit d'aller prendre n'importe quelle carte qui se trouve sur les dossiers ici de la rivière qui est au centre du plateau. Donc par exemple, cette carte-là, hop, si elle m'intéresse, je peux très bien la prendre. Par contre, si je saisis, je ne prends qu'une seule carte au lieu d'en piocher 3 et d'en défausser une. Mais au moins, je sais quelle carte je récupère et ça peut être quelque chose qui m'intéresse davantage. Voilà, donc ça c'est l'action carte, et chacune de ces cartes actions a également une évolution, un niveau 2, qui est améliorée. Alors ça on l'améliore de différentes manières sur les pistes, sur les bonus à droite à gauche, hein, il y a plein de façons d'améliorer ces cartes. La carte carte niveau 2 vous permet, elle, de piocher davantage de cartes, c'est un petit peu amélioré, on voit que par exemple au niveau 5, là je piocherai 4 cartes et j'en défausserai une, au niveau 1 c'était juste 3 cartes et j'en défausse une, donc déjà pour chaque niveau c'est déjà beaucoup plus intéressant, et vous pouvez également saisir à partir du niveau 3. Donc dès que je suis au niveau 3, je peux récupérer des cartes dans la rivière qui m'intéressent, c'est également assez puissant. Et surtout, le petit élément supplémentaire ici, c'est que lorsque vous piochez des cartes, vous pouvez les piocher soit depuis le paquet, soit à portée de réputation. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante dans le jeu, et à portée de réputation, c'est en lien avec la piste de réputation qui est juste ici, au-dessus des dossiers sur lesquels il y a les cartes. Donc cette piste de réputation, au début de la partie, on commence à 1, normal, et puis au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir, de manière diverse et variée, augmenter notre petit pion sur cette piste de réputation, et ça va nous permettre d'avoir accès beaucoup plus facilement à toutes les cartes qu'on a dépassées sur cette piste. Par exemple, là, je suis sur le dossier numéro 3, ça veut dire qu'avec ma carte, hop, qui est au niveau 2, je peux piocher des cartes dans le paquet ou des cartes à portée de réputation. Je peux donc aller piocher des cartes qui sont dans le dossier 1, le dossier 2 ou le dossier 3. Et plus j'avance, plus ça m'ouvre des possibilités pour piocher des cartes. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, et on reverra cette notion en général sur tous les niveaux 2 des cartes. Vous avez toujours quelque chose qui interagit avec votre niveau de réputation. Et bien sûr, maintenant que j'ai terminé mon action carte, je décale toutes les autres cartes vers la droite et je la place dans l'emplacement numéro 1. Mon tour de jeu est terminé et c'est au prochain joueur de jouer. Deuxième action qu'on va voir, c'est l'action construction. L'action construction me permet de construire un bâtiment, au niveau 1 de la carte en tout cas, et le bâtiment a une taille maximum en fonction de l'emplacement. Donc là c'est l'emplacement 4, ça veut dire que mon bâtiment a une taille maximum de 4. Alors quels sont les bâtiments qu'on va pouvoir construire? Alors ce sont des enclos, et ils ont une taille qui va de 1, 2, 3, 4 ou 5. Ici vous avez également des petits enclos spéciaux, et ça ce sont des enclos que vous pouvez récupérer avec les cartes. Et donc je peux choisir un bâtiment dont la taille est comprise entre 1 et 4 cases si je choisis cette action alors qu'elle est dans cet emplacement. Par exemple, hop, je vais prendre cet enclos à 4, il n'y a pas de raison que je me gêne, je vais prendre le plus gros que je peux construire, et je vais le placer sur sa face enclos vide. Pour l'instant, je n'ai pas d'animaux, donc c'est la face sur laquelle je vois le numéro, ici c'est quand il y a un animal. Et comme là, pour l'instant, je n'ai aucun enclos dans mon zoo, je vais pouvoir le placer n'importe où, tant que je commence par un des bords du plateau. Par exemple, je vais commencer, hop, ici. Et lorsque je place un bâtiment dans mon zoo, je vais immédiatement gagner tous les petits bonus que je recouvre. Par exemple ici, là j'ai un bonus qui me permet de gagner 2 sur la piste de réputation, et bien j'augmente immédiatement de 2 mon jeton sur la piste de réputation. J'ai aussi des trucs qui me permettent de piocher des cartes, de gagner de l'argent, etc. etc. À partir du moment où il y a déjà un enclos ou un bâtiment dans mon zoo, tous les autres bâtiments que je place devront être placés adjacents à ce premier bâtiment. Donc le prochain bâtiment pourrait par exemple être ici ou ici. Et vous remarquez qu'il y a des rochers et des lacs, et bien ça ce sont des emplacements sur lesquels je ne peux pas construire. Et oui, on ne construit pas ni sur les rochers ni sur les lacs, malheureusement. Donc ça vient un petit peu vous bloquer, il y a pas mal d'éléments qui vont jouer sur le fait que vous avez des rochers ou des lacs adjacents à vos enclos, notamment pour les prérequis pour certains animaux. Alors évidemment, quand je construis, c'est pas gratuit, hein, c'est jamais gratuit, on va payer 2 sous par case de l'enclos que j'ai construit. Donc là c'est un enclos à 4 cases, donc je vais payer 8 sous. Je paye à la banque et je récupère 2 sous tout simplement. Vous pouvez également construire plus de 2, certains bâtiments spéciaux. Vous avez d'abord les pavillons, c'est ces bâtiments-là. Lorsque vous les placez dans votre zoo, vous gagnez immédiatement 1 point d'attrait. C'est pas terrible.
Et au verso, vous avez le symbole kiosque. Les kiosques vous rapportent, à chaque fois qu'on fait une pause, vous rapportent un point pour chaque bâtiment occupé adjacent ou bâtiment spécial adjacent. Ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Et vous avez aussi un autre bâtiment spécial que vous pouvez construire, qui est celui-là, c'est le parc animalier. C'est un enclos spécial qui ne peut accueillir que des animaux domestiques, et lui, il n'a qu'une seule face, parce que c'est... On va venir placer des cubes sur celui-là au fur et à mesure, je vous expliquerai après, quand on verra les animaux, comment fonctionne ce type d'enclos. Voilà. Lorsque je fais... j'augmente ma carte construction au niveau 2, les seules différences, c'est que je vais pouvoir construire plusieurs bâtiments, tant que je ne dépasse pas le nombre de cases indiquées par l'emplacement. Par exemple, là, si je suis sur 4, je peux construire 2 bâtiments de taille 2, ou un bâtiment de taille 1 et un bâtiment de taille 3, ou 4 bâtiments de taille 1, etc., tant que je ne dépasse pas la bonne taille et tant que je peux les payer. Et surtout, lorsque je fais ma construction de niveau 2, je vais avoir 2 nouveaux bâtiments à disposition. Ça va être, hop, le vivarium, dans lequel je vais pouvoir venir mettre des reptiles, et la volière, dans laquelle je vais pouvoir mettre des oiseaux. Et si à un moment dans la partie vous arrivez à recouvrir toutes les cases qui ne sont pas des rochers ou des lacs de votre plateau, ça vous fait immédiatement 7 points d'attrait, ce qui est assez considérable. Troisième action possible, et c'est celle que vous attendez tous, c'est l'action animaux. C'est celle qui va nous permettre de placer les animaux dans notre zoo. Alors en fonction de son emplacement, vous allez pouvoir placer soit 0 si elle est dans l'emplacement 1, ce qui est un petit peu embêtant, soit 1 ou 2 animaux si elle est sur l'emplacement 5. Donc là, ma carte est sur l'emplacement 3, je vais pouvoir placer un animal. Alors comment ça se passe ? Alors déjà, bon, j'ai fait une petite sélection d'animaux pour qu'on regarde un petit peu comment s'organisent ces cartes. Ici, c'est une carte animale, on a ici ce qu'il faut payer ou les prérequis que vous devez avoir pour poser cette carte animale. Donc par exemple ici, le vautour indien, lui, il veut un enclos de taille 4 qui soit adjacent à un rocher. Alors pour certains, ça va être adjacent à des lacs, etc. Donc là, je suis très content, j'ai un enclos de taille 4 qui est adjacent à un rocher. Ou éventuellement, il peut aller dans une volière, et si jamais vous avez une volière, c'est ce bâtiment-là qui était le bâtiment spécial qu'on construit avec la construction au niveau 2, dans ce cas-là, s'il va dans la volière, il ne prendra qu'un seul emplacement de la volière, c'est-à-dire que, hop, vous mettrez un petit cube ici pour indiquer qu'il y a juste une des parties de la volière qui est prise, et ça pourra accueillir d'autres animaux. Ici, vous avez son prix, donc il va me coûter 20. Et ici, vous avez éventuellement un prérequis. Donc là, je dois avoir un icône recherche dans mon zoo. Alors que ce soit sur un animal ou sur des bâtiments que j'ai récupérés, il me faut en tout cas quelque part cette icône recherche. Pour cet animal-là, par exemple, lui c'est un reptile, il peut très bien aller dans le vivarium. Alors s'il va dans le vivarium, il n'occupe aucune place, donc c'est très bien. Ou alors, il peut aller dans un enclos à 1. Et il me coûte 10 sous. Par contre, lui, il veut que j'ai un partenariat avec un zoo qui se trouve en Europe. C'est ce symbole qui est indiqué ici. Vous pouvez avoir aussi le bouquetin des Alpes. Lui, il veut que son enclos il soit adjacent à 2 rochers, parce qu'il aime bien les rochers. Hop, le singe ici, là, il veut 2 symboles recherche. Celui-là, il veut que vous ayez déjà 2 icônes Asie pour pouvoir être placés, etc., etc. Et vous remarquez également que chacun de ces animaux va vous donner des icônes qui se trouvent ici. Alors généralement, les animaux, ils ont toujours un continent et une classe, une catégorie d'animaux. Donc on a tous les continents représentés et la plupart des catégories d'animaux représentées. Et puis parfois vous avez aussi une catégorie qui est, voilà, ça peut être primates, herbivores, reptiles, oiseaux, etc., etc. Donc ça c'est pour l'anatomie des cartes animaux. Et ce que vous avez ensuite sur le bas de la carte, ici c'est le pouvoir de la carte que vous allez appliquer au moment où vous la jouez dans votre zoo. Et ici, ce sont les points que vous allez gagner. Donc vous avez parfois, en général, c'est que des points d'attrait, mais sur certaines cartes, vous avez aussi des points de réputation ou des points de conservation. Et bien tout simplement, vous avancez sur les différentes pistes lorsque vous jouez ces cartes. Par exemple, allez, disons que je veux jouer le vautour indien. On imagine que j'ai déjà un icône de recherche quelque part dans mon zoo, même si ce n'est pas le cas. Donc, je le joue devant moi, je paye mes 20 sous, et ensuite, je vais retourner l'enclos qui est ici, puisque c'est un enclos de 4 et il est vide, et il faut bien que je mette mon vautour indien quelque part, et donc maintenant je considère que mon vautour est dans cet enclos. Alors j'ai pas du tout besoin de retenir que dans cet enclos c'est le vautour, d'accord ? Puisqu'il peut y avoir des moments où vous allez vous retrouver avec moins d'enclos que d'animaux, en fonction des différents effets de jeu, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous jouez le vautour, vous ayez bien un enclos de 4 qui est vide et que vous puissiez retourner. C'est la seule chose qui est importante.
Maintenant que j'ai joué mon vautour, je peux faire son action de ici. Donc vous avez toujours des mots-clés, mais c'est pas grave puisque les mots-clés sont réexpliqués en dessous. Donc là, par exemple, je mélange la défausse, je pioche 3 cartes et j'en ajoute une à ma main et je défausse les autres, tout simplement. Donc ça, c'est l'effet charognard. Il y a énormément d'effets différents sur toutes les cartes animaux. Hop. Et la carte animaux au niveau 2, elle est très intéressante puisqu'elle me permet de jouer plus facilement plusieurs animaux d'un coup. Deuxième intérêt, c'est que lorsque je la joue et qu'elle est dans l'emplacement 5, je gagne aussi 1 point de réputation. Et troisième intérêt, c'est que je ne suis plus obligé de jouer uniquement des animaux depuis ma main, je peux également jouer des animaux qui sont à portée de réputation, c'est-à-dire des animaux qui se trouvent sur ces emplacements de dossiers qui sont ici et que j'ai dépassé avec mon petit pion. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, le martin chasseur géant qui est ici, il n'est pas dans ma main, mais si je veux le jouer quand même à ce moment-là, je peux tout à fait le faire. La seule condition supplémentaire, c'est que je dois payer un coût supplémentaire qui dépend du dossier sur lequel il est mis. Par exemple, lui, il est sur le dossier 2. Ça veut dire que pour le jouer, non seulement je dois payer son coût, mais en plus, je dois payer 2 sous supplémentaires pour le jouer depuis la rivière de cartes. Mais en tout cas, c'est un avantage assez intéressant que vous donne cette carte d'animaux. Quatrième action possible, c'est l'action d'association. Alors cette action, en fonction de l'emplacement dans lequel elle est, elle va nous permettre de mener des missions caritatives d'une force qui va de 1 à 5. Alors comment ça se passe ? Ça fonctionne avec le plateau qui est ici, qu'on a mis sur le bord du plateau de jeu, accessible à tous les joueurs. Et on a placé ces petits jetons au début de la partie. On a également placé ici un certain nombre de cartes projet de conservation qui va dépendre du nombre de joueurs. À 4 joueurs, on aurait rajouté encore une carte ici. En gros, c'est des objectifs un petit peu communs à tous les joueurs qui vont nous permettre, si on a certaines icônes disponibles, de gagner des points de conservation. Alors, comment ça se passe ? Je vais prendre un bénévole disponible, puisque si j'ai pas de bénévole, je ne peux pas mener de mission associative, et oui, c'est logique. Et ce bénévole, je vais aller l'envoyer dans un des 4 emplacements qui sont ici. Donc là, si je suis au minimum à l'emplacement 2 sur ma rivière de cartes, je peux venir ici, et tout simplement, ça me fait 2 points de réputation. Si je viens ici, je peux récupérer un des zoos qui se trouve là, et je crée en fait un partenariat avec ce zoo. Donc par exemple, je vais prendre un zoo d'Asie, hop, et lorsque je prends un zoo, je le place immédiatement sur la case la plus basse qui se trouve ici. Les petites règles, c'est que je ne peux avoir qu'un zoo de chaque continent, donc je ne peux pas avoir 2 zoos asiatiques par exemple. Et lorsque je place un zoo, je gagne immédiatement le bonus qui se trouve sur la case. Donc le premier zoo que je place, il n'y a pas de bonus, mais par exemple, si un petit peu plus tard dans la partie, je viens récupérer ce zoo d'Amérique, ici, je pourrais, alors c'est justement une des manières de le faire, retourner une de mes cartes, celle de mon choix, sur son niveau 2 au moment où je place le zoo qui est ici. Les 2 zoos qui sont là, je ne pourrais les avoir que si j'ai amélioré ma carte association au niveau 2, par exemple. Donc il y a aussi des petites conditions à droite à gauche. Vous ne pouvez pas tout faire tant que vous n'avez pas amélioré parfois certaines de vos cartes. Donc ça, c'est l'action du zoo. Elle est intéressante parce que déjà, elle me donne une icône du continent défini. Donc là, ça me fait une icône Asie, une icône Amérique, en plus des cartes que j'ai dans mon zoo. Et en plus de ça, à partir de maintenant, tous les animaux que je joue qui ont une icône Asie ou une icône Amérique me coûtent moins 3 sous au moment où je les joue. Donc ça, c'est assez chouette. Quatrième action, pas du tout, troisième action possible lorsque je viens dans les associations ici, mais qui a besoin d'une force de 4, c'est de mener un partenariat avec une université. Et là, c'est un petit peu comme les autres, je peux avoir qu'une université de chaque type, et chacune de ces 3 universités me donne un pouvoir différent. Donc cette université, elle me donne juste 2 symboles de recherche. Alors les symboles de recherche en soi, ça fait rien du tout, mais en fait ça combotte avec plein de cartes, et ça peut faire des points. Ici, ça me donne un symbole de recherche et 2 en réputation, donc j'avance de 2 sur la piste de réputation. Et cette université-là, elle avance de 1 sur la piste de réputation, et elle me permet, au moment de la pause, de garder 5 cartes en main, puisque normalement on est limité à 3 cartes en main au moment où la pause arrive. Hop, donc ça, l'université, c'est plutôt chouette. Mais le plus gros intérêt de ce plateau, alors peut-être pas le plus gros, mais en tout cas il est très intéressant, c'est lorsque vous faites une action d'association de niveau 5, c'est que vous allez pouvoir venir remplir une des conditions qui se trouve ici. Alors si vous le pouvez, bien évidemment. Donc par exemple, ici, votre zoo doit contenir des icônes herbivores. Si j'ai 2 icônes herbivores, je peux gagner 2 points de conservation. Si j'en ai 4, 4 points, et si j'en ai 5, 5 points. Pareil, là, votre zoo doit contenir des icônes oiseaux. Votre zoo doit contenir des icônes Amérique.
Donc ça dépend un petit peu des parties, mais vous avez pas mal de cartes de projets de conservation qui vont jouer sur les continents, les catégories d'animaux, sur ceci, cela, pour vous faire des points de victoire quand vous allez ici. Donc si jamais vous remplissez une de ces conditions, vous allez prendre un cube qui se trouve hop, sur votre plateau de zoo, donc les cubes qui sont ici, c'est très peu propre ce que je fais, mais tous les cubes qui sont ici, vous allez en choisir un que vous allez venir placer sur les cartes que vous pouvez revendiquer. Par exemple, je vais choisir celui-là, qui me donne 12 sous d'un coup. Tout ce qui est jaune, c'est des effets immédiats. Ce qui est rose, c'est ce qui va s'activer aussi immédiatement, mais qui va me faire également des revenus à la pause. Je vais prendre mon petit cube et je vais venir le mettre, par exemple, j'ai 4 icônes herbivores dans mon zoo, hop, je viens le mettre ici, et je gagne immédiatement 4 points de conservation. Sachant que je ne peux venir qu'une seule fois sur chaque carte. Donc il faut que je sache à quel moment je ne vais pas forcément attendre d'en avoir 5 pour venir, parce que avoir des points de conservation, ça me fait avancer sur la piste conservation, qui va me faire des bonus au moment où j'avance dessus. Donc des fois, je vais peut-être préférer venir prendre un bonus qui est un petit peu plus petit pour me faire un bonus immédiat ou que je vais gagner un petit peu à chaque tour, plutôt que d'attendre la fin de la partie pour venir là et me faire un gros bonus à la fin. Voilà. Et ça, c'est un petit peu des décisions assez difficiles à prendre durant la partie. Ces différentes cartes projets de conservation, vous pouvez également en récupérer des nouvelles dans la pioche de cartes. Il y en a une vingtaine qui sont disponibles, par exemple celle-ci. Donc votre zoo doit contenir des icônes d'eau, par exemple. Donc ces cartes-là, lorsque je vais sur l'emplacement 5, je peux également décider de les jouer depuis ma main, si je les possède. Mais dans ce cas-là, j'ai l'obligation de devoir remplir au moins une des conditions au moment où je la joue. Donc par exemple, si j'ai 2 icônes d'eau dans mon zoo, j'ai le droit de la jouer, de placer mon petit cube dessus. Et ces cartes-là ne viennent pas en bas, elles viennent, hop, en haut, ici. Et donc les cartes jouées par les joueurs seront jouées au-dessus de ce plateau. Et si on en joue trop, les cartes qui ont... à chaque carte va pousser la suivante vers la droite, et jusqu'à ce que des fois certaines cartes soient expulsées, et donc elles ne seront pas forcément disponibles jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, cette carte association, lorsque vous la mettez au niveau 2, le premier bonus, c'est que vous allez pouvoir envoyer plusieurs bénévoles, puisque lorsque vous récupérez un deuxième bénévole par exemple, et que vous allez pouvoir faire plusieurs actions pour un total qui correspond à la force de votre action. Donc avec une force de 5 par exemple, vous pouvez envoyer un bénévole sur le 3 et un bénévole sur le 2. Donc ça c'est assez chouette. Et troisième effet qui se coule, c'est que lorsque vous avez votre carte association niveau 2, vous avez les dons ici qui sont libérés. Alors les dons, c'est une action bonus que vous pouvez faire lorsque vous faites une action associative, qui ne vous demande pas de bénévole. Vous devez juste payer de l'argent pour récupérer des points de conservation. Donc par exemple ici, si je paye 2 sous, hop, je place un de mes cubes et je récupère un point de conservation. Alors attention, ce cube-là, c'est un cube que vous prenez dans votre réserve, c'est pas un cube qui va vous faire, c'est pas un cube qui est sur la gauche de votre plateau et qui vous fait des bonus immédiats ou permanents, ça vous fait aucun bonus particulier à part celui que vous gagnez immédiatement. Voilà, et donc plus il y a de joueurs qui viennent ici, plus ça coûte de l'argent, jusqu'à ce que ça coûte 12 sous à chaque fois que vous venez faire une action associative. Donc c'est pas du tout obligatoire, hein, c'est un petit bonus. Si vous avez de l'argent en plus quand vous faites une action associative, vous pouvez également faire un don ici. Et j'ai oublié, il y a un quatrième effet qui se coule avec cette carte association niveau 2. Comme pour toutes les cartes de niveau 2, si jamais vous avez une carte conservation qui se trouve, hop, sur la rivière au centre de la table et que votre marqueur de réputation a atteint ou dépassé le dossier sur lequel elle se trouve, vous pouvez aussi jouer des cartes depuis la rivière au centre de la table, avec les mêmes conditions que si vous les jouiez depuis votre main. Et encore une fois, si vous jouez ces cartes-là, vous devez payer un petit coût supplémentaire qui correspond au numéro des dossiers. Donc celle-ci est dans le dossier 4, ça veut dire que je peux la jouer, mais il faut que je paye 4 sous supplémentaires pour avoir le droit de la jouer. Alors les missions de conservation, il y en a de plein de types différents, mais je voulais quand même vous parler un petit peu de celle-là. Alors il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs, ça dépend avec différents types d'animaux, mais il y a certains types de cartes qui vous permettent de relâcher des animaux dans la nature, ça fait partie aussi des missions de conservation des eaux. Et donc par exemple celle-là, si je la joue, donc il faut d'abord que je fasse une action d'association au niveau 5 pour pouvoir la jouer, ensuite je place mon petit cube dessus, je gagne un point de réputation, et alors ce petit cube je vais le placer en fonction de la taille, ici c'est relâcher un prédateur dans la nature, je vais le placer en fonction de la taille du prédateur que je relâche. Donc là j'ai un loup, qui est niveau 4, donc je vais pouvoir le placer, là je vais placer mon cube sur 4 et plus, ça va me faire 5 points de conservation, mais
comme j'ai relâché mon loup, et bien évidemment, je ne vais plus garder cette carte devant moi. C'est-à-dire que je vais la mettre dans la défausse. Donc, les icônes qu'elle avait dessus ne compteront plus pour les autres projets d'association, pour des prérequis dont j'aurai besoin pour d'autres cartes. Je vais également perdre les points d'attrait, donc je diminue sur la piste d'attrait de 4 ici. Bah, c'est normal, le loup n'est plus dans mon zoo, donc ça n'attire plus les visiteurs. Mais par contre, ça me fait quand même pas mal de points de conservation avec la carte que je viens de jouer. Et surtout, comme le loup a quitté mon zoo, eh bien je peux retourner l'enclos dans lequel il était sur sa face vide, et ça me fait un nouvel enclos pour placer de nouveaux animaux. Donc ça recycle un petit peu l'enclos, j'ai pas besoin d'en payer un autre. Alors quand vous faites ça, vous choisissez, comme je vous disais, vous n'avez pas besoin de retenir dans quel enclos se trouve quel animal. Là je sais juste que le loup, il a besoin d'un enclos de taille 4, je peux retourner n'importe quel enclos de taille 4 qui remplissait éventuellement les prérequis du loup, et le remettre sur sa face vide. J'ai pas besoin de me rappeler que c'était spécifiquement dans celui-là que j'avais mis mon loup. Voilà. Donc ça c'est un petit effet assez sympa, c'est relâcher des animaux dans la nature. Vous perdez de l'attrait, mais en même temps vous gagnez beaucoup de conservation, et ça vous permet de libérer des espaces disponibles. Et enfin, dernière action possible, c'est l'action mécène. Alors action mécène, vous avez deux possibilités, soit en fonction de l'emplacement, vous avancez le marqueur de pause d'autant de cases que l'emplacement, et vous gagnez autant d'argent. Donc là j'étais à l'emplacement 5, ça veut dire j'avance le marqueur de pause de 5 et je gagne 5 sous, tout simplement. Ou, autre action qui est un petit peu plus intéressante, même si gagner de l'argent c'est pas mal, c'est de jouer une carte mécène qui a au maximum ce niveau depuis votre main. Donc les cartes mécènes, en haut à gauche de la carte, vous avez à chaque fois le niveau minimum requis, le niveau minimum de la force de l'action requis pour pouvoir les jouer. Par exemple, cette carte-là, je peux la jouer uniquement si j'ai mon mécène dans l'emplacement numéro 5. Alors les cartes mécènes, je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a plus de 60, et elles ont toutes un pouvoir différent, et même, je dirais même plus, elles ont toutes plusieurs pouvoirs différents. Puisque sur une carte mécène, vous pouvez trouver à la fois des pouvoirs immédiat, c'est ce qui est en jaune ici en bas à gauche. Donc au moment où vous la jouer, par exemple là, je gagne un point d'attrait pour chaque icône eau que j'ai dans mon zoo. Elles ont aussi parfois un pouvoir permanent, donc celle-là a également un pouvoir permanent, c'est le petit point bleu. Là, pour chaque case que je recouvre adjacente à une case d'eau, je gagne 1 sou, donc ça c'est valable toute la partie. Et pour certaines d'entre elles également, ce qui est aussi le cas pour cette carte, elles ont une manière de marquer des points en fin de partie. C'est ce qui est en marron avec le petit sablier, ce qui rappelle la carte qui rapporte des points à la fin de la partie. Et donc là, c'est pareil, si toutes les cases eau sont reliées, c'est-à-dire s'il y a des trucs adjacents à toutes les cases eau, ça me fait un point de conservation à la fin de la partie. Et parfois, en plus, elle me donne des badges, donc elle me donne un badge eau. Donc de base, elle va également me donner un point d'attrait. Toutes les cartes qui ont un badge sur elles-mêmes, ça compte aussi si elles font des bonus par rapport à ce badge-là. Donc toutes les cartes mécènes ne sont pas aussi complexes que celle-là, mais souvent vous avez d'autres éléments. Vous pouvez aussi avoir un bonus qui se déclenche unique à toutes les pauses. Donc là, à toutes les pauses, cette carte, elle me fait 2 sous pour chaque bâtiment adjacent à l'entrée secondaire, etc. Parce que certaines me permettent également de placer toute une tripotée de bâtiments spéciaux dans mon zoo. Donc ça, je ne vais pas trop développer. Mais en gros, ces cartes mécènes ont des effets extrêmement divers et variés qui vont vous permettre de créer des combinaisons plus ou moins efficace, en fonction de ce que vous tirez, en fonction des parties, pour faire rouler votre zoo. Et la carte mécène au niveau 2, alors c'est assez prévisible. Déjà, la pause, vous gagnez 2 fois plus de crédits, donc là, au lieu de gagner 5, je gagnerai 10 crédits si j'avance, si je suis à l'emplacement numéro 5. Et pour les cartes mécènes, je peux également jouer des cartes mécènes depuis la rivière du plateau, qui est à portée de réputation, mais avec un total... alors, je peux jouer aussi plusieurs cartes mécènes, mais dans ce cas-là, il faut que le total de mon action soit équivalent au total des cartes mécènes plus 1. C'est-à-dire que si je joue une carte 2 et une carte 3, il faut que j'ai une action de valeur 6. Donc, de base, c'est pas possible, mais il y a quand même un moyen de le faire, je vais vous montrer juste après. Voilà, donc en gros, c'est toujours la même logique. Quand vous améliorez la carte, vous pouvez aller en jouer plusieurs et aller chercher des trucs dans la rivière. En gros, la rivière, ça augmente un petit peu la taille de votre main. Ça vous donne des choix supplémentaires par rapport à ce que vous avez en main. Et enfin, dernière action possible à votre tour de jeu et qui n'est pas liée à une carte, ça va être de prendre un petit jeton plus et de le placer ici. Alors les jetons plus, vous avez un maximum de 5 jetons plus.
À quoi ils servent? Eh bien, lorsque vous faites une action, vous pouvez dépenser un ou plusieurs jetons plus pour augmenter la force de votre action. Par exemple, là j'ai mon action d'association niveau 4, je voudrais une association niveau 5 pour pouvoir jouer un projet de conservation, je peux défausser ce petit plus pour dire qu'en fait cette action, elle est niveau 5 et non pas niveau 4, tout simplement. Et c'est comme ça qu'avec les mécènes, parfois je peux augmenter mon niveau d'association pour arriver à des niveaux 6 ou 7, puisque vous avez des cartes mécènes parfois qui demandent d'avoir une force de 6. Donc ça, vous n'avez pas le choix, il faut utiliser des petits plus. Lorsque vous les utilisez, vous allez malgré tout choisir une de vos cartes et la mettre dans l'emplacement numéro 1, même si vous n'allez pas faire l'action. Donc c'est une action qu'on fait assez rarement de faire ça, parce que ça gâche quand même un tour. Mais parfois ça peut être intéressant, mais malgré tout, il y a quand même plusieurs manières, que ce soit sur les bonus qui recouvrent certains endroits de votre zoo, ou les trucs que vous allez gagner sur les pistes, il y a quand même plusieurs autres manières de récupérer ces petits jetons plus. Donc en général, cette action, on ne la fait pas, mais c'est la 6e action disponible dans le jeu. Et il me reste juste à vous expliquer ce qui se passe quand le petit jeton pause, hop, arrive à la fin de la piste pause. Alors en premier, la personne qui a déclenché la pause récupère un petit jeton plus, ce qui est toujours ça de prix. Et ensuite, alors la personne termine son tour normalement, et à la fin de son tour, on fait la pause. Alors la pause, on suit toutes les étapes qui sont ici. En premier, on regarde si on a 3 cartes en main maximum. Si on a plus de 3 cartes, il faut défausser. Ou alors, si vous avez l'université qui vous permet d'avoir plus de 5 cartes, eh bien, vous avez une limite un petit peu augmentée. Ensuite, tous les petits jetons. Alors, il y a plein de petits jetons à droite à gauche qu'on peut rajouter sur les cartes. Tous ces jetons-là, au moment de la pause, ils sont tous virés. Donc, il faut les utiliser avant. Ensuite, on va remplir surtout les cases vides des zoos et des universités. Donc là, il manque un zoo, donc c'est toujours les mêmes, hein, c'est des emplacements fixes, ce sera toujours un de chaque continent et une de chaque université qui seront disponibles à chaque tour de jeu. Donc on rafraîchit ça au moment de la pause. Sur la rivière de cartes au centre de la table, on va défausser les 2 cartes qui sont dans les emplacements 1 et 2, et on va faire glisser toutes les autres cartes vers la gauche. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que durant le jeu, lorsque vous récupérez une carte, on ne rafraîchit pas immédiatement, et c'est juste à la fin de votre tour que toutes les cartes glissent vers la gauche et qu'on révèle une nouvelle carte depuis le paquet, de manière assez classique. Une fois qu'on a fait ça, on fait les revenus. Les revenus, on regarde où est notre petit pion d'attrait, et à l'endroit où il est, ça nous dit combien de sous on gagne. Donc là, si je suis sur 23, 24 ou 25 en attrait, ça me fait 18 sous. Je gagne également de l'argent pour tous les kiosques que j'ai placés dans mon zoo. Donc pour chaque enclos adjacent, plein ou bâtiment spécial adjacent, ça me fait 1 sou supplémentaire. Et éventuellement, si j'ai placé ces cubes-là sur des projets de conservation, sur les cubes qui sont dans le rose ici, ça me fait des bonus récurrents que je vais marquer à chaque phase de revenu. C'est la petite main comme ça qui tend pour avoir de l'argent. Donc là, par exemple, je gagne 5 sous, là je gagne 1 point de conservation, là je peux prendre un enclos de taille 2 gratuitement, là je peux saisir une carte dans la rivière gratuitement, etc. Voilà, plein de types de bonus différents. Sur vos cartes mécènes, vous regardez également les bonus que vous avez. Donc là, par exemple, ça me donnait de l'argent pour les trucs par rapport à l'entrée secondaire. Je ne sais même pas ce que c'est que cette entrée secondaire, parce que je ne suis jamais tombé sur cette carte, mais ça doit être très sympa. Et une fois que vous avez fait ça, vous remettez le jeton pause hop, au début de la piste. En fonction du nombre de joueurs, ce sera un petit peu plus ou moins long. Et on continue le jeu de manière tout à fait classique, hein, ça ne change rien, c'est juste des moments de respiration dans la partie, durant lesquels vous allez regagner un petit peu d'argent et dans lesquels on va nettoyer un peu le plateau association. La partie se termine, comme je vous le disais, à partir du moment où votre piste d'attrait et votre piste de conservation se croisent. Donc hop, si par exemple ici l'attrait arrive à 85 et la conservation est ici, on considère que c'est croisé parce que l'attrait est dans la même case que la conservation. À ce moment-là, chaque joueur, y compris celui qui vient de terminer la partie, a encore un dernier tour de jeu, et ensuite on passe au décompte des points. Alors comment on décompte les points? Déjà on va regarder, alors déjà avant de faire ça, on va gagner encore quelques petits points de conservation de fin de partie, en fonction des cartes qu'on avait, des cartes d'objectifs de fin de partie qu'on avait. Alors ces cartes, on n'en a pas 2 à la fin de partie, on n'en aura qu'une, puisque dès qu'un joueur arrive à 10 points de conservation, il doit choisir laquelle des 2 cartes il va garder pour la fin de partie. Donc par exemple, si en arrivant, quelqu'un était arrivé à 10, j'ai choisi de défausser cette carte-là, ça veut dire que pour la fin de partie, il ne me reste que cette carte-là pour éventuellement marquer des points. Ces cartes permettent, en fonction de leurs différents prérequis, par exemple là c'est pour les petits animaux que j'ai dans mon zoo, on peut gagner jusqu'à 4 points de conservation supplémentaires, donc on les marque
hop, à ce moment-là. On a également certaines cartes mécènes, comme je vous le disais, qui font des points de fin de partie. Donc en général, c'est jamais plus de 1 point de fin de partie hein, sur les cartes mécènes, mais comme vous voyez, 1 point, ça peut être assez énorme. Donc éventuellement, si on a rempli les conditions, on rajoute ces petits points de conservation. Et ensuite, on regarde quel joueur a le plus d'espace entre ces deux pions. Et celui qui a le plus d'espace, évidemment s'ils se sont croisés, hein, s'ils ne se sont pas croisés, il a des points négatifs, mais si les deux pions se sont croisés, on regarde celui qui a le plus d'espace entre les deux, et il est déclaré vainqueur de la partie. Et je prends juste une petite minute pour vous expliquer comment se déroule le mode solo. Alors c'est très simple, dans le mode solo, si vous voulez faire un truc simple, vous allez commencer avec 20 points d'attrait, sinon vous pouvez commencer avec 10 ou avec 0, mais déjà avec 20 c'est pas tout à fait évident. Et vous avez aussi ce petit plateau-là supplémentaire, sur lequel vous venez placer des cubes d'une autre couleur. Comment ça se passe? Eh bien, à chaque fois que vous faites une action, à la fin de votre action, vous allez déplacer le cube ici, qui est vers la droite. Donc, ce qui veut dire que vous allez, hop, au fur et à mesure, déplacer les cubes à la fin de chacune de vos actions. Ça ne change absolument rien au reste du jeu. Vous faites vos actions les unes après les autres, c'est juste que vous allez déplacer ce petit cube. Et lorsque vous déplacez le dernier petit cube de la colonne, vous allez faire une pause, comme si le jeton avait atteint la case pause, donc vous réduisez votre taille de main à 3, vous rafraîchissez la rivière, etc., etc., vous gagnez vos revenus. Et ensuite, tous ces petits cubes retournent vers la gauche, sauf le cube du haut, qui lui va être placé sur le plateau association, sur le don de plus petite valeur, il va venir bloquer cette case de plus petite valeur. Et on recommence, hop, nouvelles actions, boum, on fait une pause, le cube du haut vient ici, ça se remet vers la droite, on fait la pause, etc., etc., hop, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 cubes et que les 2 derniers cubes que les 2 dernières actions aient été utilisées. Et à ce moment-là, c'est la fin de la partie. Si jamais vous avez réussi à faire se croiser vos marqueurs de conservation et vos marqueurs d'attrait, à ce moment-là, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu, tout simplement. Donc avec ce système, c'est une espèce de compte-tour qui va simuler des pauses qui vont se produire de plus en plus fréquemment. Et avec ce système, en fait, vous allez avoir 27 tours de jeu, très exactement, pour réussir à faire se croiser vos deux pistes. En dehors de ça, vous n'avez absolument aucun changement de règle. Vous faites une installation comme si vous jouiez à 2 joueurs. Boum! Et voilà, c'est tout pour Ark Nova. Alors, j'exagère, c'est pas vraiment tout, parce qu'il y a quand même pas mal de petites règles à droite à gauche dont je vous ai pas reparlé, mais globalement, je vous ai donné toutes les principales règles qui vous permettront de voir si le jeu est fait pour vous déjà, et qui vous permettront de débuter un petit peu plus facilement vos premières parties, mais vraiment, si vous voulez jouer au jeu et bien le connaître, là, il faudra lire les règles à un moment, ce sera pas possible d'y couper. Donc, si je commence par le matériel qui est très bien fait, le plateau qui est de très bonne qualité, les petits rangements qui vont bien, qui contiennent quasiment tout le matériel, ça c'est très chouette. Vous avez les plateaux qui sont recto-verso, avec des pouvoirs, des organisations, des éléments un petit peu différents sur la gauche, donc ça rajoute aussi beaucoup au renouvellement des parties. Vous avez des cartes aussi qui sont plutôt de bonne qualité, j'étais un petit peu inquiet au départ, en fait elles tiennent bien, elles tiennent vraiment bien. Avec des illustrations très... c'est des photos, hein, c'est photoréaliste, hein. Donc on aime, on n'aime pas, là ça passe, franchement ça passe bien, il n'y a pas de difficulté, c'est peut-être... Ouais, non, ça passe bien, je suis plutôt satisfait, même quand ce sont des personnes qui sont représentées, le labo de quarantaine, ça marche bien. Le jeu est souvent comparé à Terraforming Mars. Par rapport à Terraforming Mars, les illustrations sont absolument sublimes, parce que dans Terraforming Mars c'est vraiment la catastrophe. Ensuite on a les règles du jeu, qui sont plutôt bien faites, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez aussi le glossaire qui vient avec, et vous avez une petite aide de jeu pour toutes les iconographies sur les bonus que vous retrouvez à droite à gauche sur les cartes et sur le plateau. J'aurais bien aimé une deuxième ou une troisième petite aide de jeu pour que les joueurs puissent chacun en avoir une, ça aurait été quand même pas mal. Mais bon, globalement, ça se passe bien. Et puis dans le glossaire, vous avez aussi toutes les cartes mécènes qui sont répertoriées, et chaque carte qui est reprise en détail pour voir ce qu'elle fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc niveau du matériel, j'ai pas grand chose à dire. Ah oui, et puis pour le plateau ici, ce qui est plutôt pas mal, le plateau est recto-verso. D'un côté, vous avez les dossiers qui sont organisés de cette manière, comme ça, si vous êtes en face du plateau, vous pouvez être en face des cartes. Et puis de l'autre côté, les dossiers sont tournés d'un quart de tour sur la droite ou sur la gauche. Ce qui fait que vous pouvez mettre les cartes comme ça. Donc si vous avez des joueurs des deux côtés, il n'y a pas de problème. Les joueurs peuvent également lire les cartes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, si on regarde un petit peu la mécanique du jeu. Alors, la première chose à dire, c'est que le thème est extrêmement présent et tout est quand même hyper logique dans le jeu, puisque en gros,
Vous avez un zoo, donc dans votre zoo, il faut bien acheter des enclos. Il faut qu'il y ait des animaux qui aillent dans les enclos. Il faut que l'enclos soit suffisamment grand pour accueillir l'animal. Que si c'est un animal aquatique, ce soit près de l'eau. Si c'est un animal qui vit dans les rochers, bah, il soit plus proche des rochers. Tout ça, c'est extrêmement logique. Vous avez les vivariums, les volières, les parcs animaliers. Enfin, tout ça, ça se comprend très bien. Le fait de devoir aller faire des partenariats avec d'autres zoos, de mener des projets de conservation pour pouvoir relâcher des animaux, pour voilà, gagner de l'attrait et en même temps, enfin, jouer en même temps sur l'attrait de votre zoo et donc sur les animaux que vous avez et en même temps sur les projets de conservation qui sont nécessaires pour donner une certaine caution morale aux zoos et faire que les zoos ne soient pas juste des endroits où les animaux sont exposés pour le plaisir des humains, mais aussi des endroits où on protège la biodiversité et où on travaille sur ces différents éléments et que l'objectif final soit quand même de protéger, de conserver les espèces et de faire connaître les différentes espèces et avoir des liens avec des parcours scolaires, des choses comme ça. Tout ça, c'est très très bien rendu, et ce qui fait que le jeu est, malgré sa densité, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses, finalement, il est très simple à appréhender, parce que ce que vous faites est très logique et se comprend, et que le thème est extrêmement bien intégré avec la mécanique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle souvent, je l'ai déjà un peu évoqué, de Terraforming Mars, donc on compare souvent les deux jeux, parce que, évidemment, ça se joue avec des cartes, vous allez avoir énormément de cartes devant vous, vous avez des petits prérequis, vous avez des choses que vous devez avoir ou pas, vous avez les icônes, ça s'appelle des icônes dans Terraforming Mars, ils appellent ça des badges, mais en gros, c'est quand même un petit peu la même chose, hein, ça ressemble. Mais, et puis vous avez aussi des paquets de cartes énormes avec toutes les cartes qui sont différentes et qui ont un effet différent. Mais globalement, ça reste quand même assez différent. J'ai pas le sentiment de rejouer à Terraforming Mars quand je joue à Ark Nova, j'ai quand même l'impression de jouer à un jeu différent, et ça vient pas du tout remplacer ou compléter ou que sais-je. Terraforming Mars, pour moi, c'est deux jeux qui ont tout à fait leur place côte à côte dans une ludothèque. Donc, j'évacue tout de suite la question. Ça reste quand même à un niveau de complexité supplémentaire à Terraforming Mars, parce que du fait de ces plateaux annexes, etc., vous n'avez pas uniquement les cartes que vous jouez devant vous, vous avez quand même une gestion du zoo qui est un petit peu plus lourde, avec pas mal d'actions différentes. Ensuite, on a évidemment ces cartes-là, donc l'histoire des cartes qui vont chacune avoir une certaine puissance selon le moment où vous la jouez, puis qui vont revenir au début de la rivière de cartes, et donc qui vont être de moins en moins puissantes au fur et à mesure que vous les utilisez. Donc ça, c'est une mécanique de jeu qui est pas souvent utilisée, mais qui fonctionne extrêmement bien. Je n'avais pas encore joué à de jeux qui utilisaient ça. C'est vraiment... En fait, ce type de mécanique, c'est qu'à chaque action, même ça vous donne un choix à chaque fois cornélien à faire. C'est, ok, j'ai besoin de l'action d'association, mais en même temps, elle est que au niveau 4. J'aurais vraiment besoin de l'action au niveau 5 pour aller faire un projet, faire ceci, cela. Mais au niveau 4, en même temps, ça me donne une université, j'en ai aussi besoin pour faire ça. Du coup, est-ce que je vais plutôt faire mon université, mais du coup, l'association, elle va retourner à 1, donc le temps que ça revienne à 5 et que je puisse mettre mon projet, ben, j'en ai pour 5 tours. Voire un petit peu moins si j'utilise des petits jetons plus, mais en même temps j'ai pas des jetons plus, mais si je fais l'université, je vais peut-être récupérer un jeton plus, etc. Voilà, donc c'est des raisonnements à 5 bandes à chaque fois, c'est assez compliqué, mais c'est aussi ce qui fait le plaisir du jeu. Et surtout, une fois que vous faites ces actions, non seulement vous avez le choix de l'action à faire, mais une fois que vous avez choisi votre action, ça vous permet d'agir de manière différente sur le plateau et sur les cartes que vous récupérez, et là vous avez d'autres choix qui rentrent en jeu. Quel animal je choisis, vers quel projet j'essaye de me diriger, quel bonus j'essaye de récupérer, parce qu'à chaque fois, typiquement, je ne sais pas, si vous voulez, par exemple, débloquer vos bénévoles qui sont ici, c'est pas si évident, il n'y a pas 50 emplacements sur le plateau pour libérer les bénévoles. Pareil, pour retourner vos cartes au niveau 2, il n'y a que certaines manières d'y arriver. Et puis surtout, des fois, il faut choisir entre l'une ou l'autre. Donc c'est pas évident, mais vous avez à chaque fois quand même plusieurs chemins pour y arriver, et il faut choisir quel est le chemin qui va être le plus optimum, le plus rapide, le plus efficace, et qui rentre le plus dans vos objectifs pour optimiser votre jeu. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, ça fonctionne extrêmement bien, et puis voilà. Et les cartes, vous allez pouvoir les retourner au niveau 2, ça c'est indispensable, parce que vers la fin de la partie, en fait, vous allez faire de plus en plus de choses dans chacune de vos actions, et vous avez besoin de faire ça parce que c'est une course et qu'il faut aller plus vite que les autres, donc il faut vraiment optimiser au cordeau tout ce que vous allez faire, mais vous n'allez pas non plus pouvoir retourner toutes vos cartes au niveau 2. Je crois que j'ai essayé de calculer et de voir comment on pouvait faire. À mon avis, c'est pas possible de faire plus que 4 cartes au niveau 2, il y a toujours une des cartes que vous n'allez pas retourner.
Donc ce qui peut être ennuyeux, parce que ces cartes niveau 2, alors non seulement ça améliore vos actions, mais surtout ça vous débloque des choses que vous pouvez faire, parce que là, l'action carte niveau 2, ça vous permet d'aller plus haut sur la piste de réputation, ce qui est quand même très intéressant, parce que plus vous montez, plus vous avez des bonus, et ensuite ça vous donne des points d'attrait si vous pouvez pas monter davantage. Mais si vous ne l'avez pas niveau 2, vous ne pouvez pas le faire. Les constructions, c'est pareil, il y a des endroits sur votre plateau qui sont bloqués si vous n'avez pas la case construction niveau 2. Les eaux, c'est pareil, les actions associatives, les mécènes, vous avez même sur certaines cartes des prérequis, il y a certaines cartes animaux, vous ne pouvez pas la jouer si vous n'avez pas une carte animale niveau 2. Donc c'est vraiment des choix importants à faire parce que là, très concrètement, si vous choisissez, vous renoncez immédiatement à tel ou tel élément. À partir du moment où vous avez vos 4 cartes retournées mais pas votre carte, vous savez que vous pouvez faire une croix sur l'augmentation de la réputation. Et ça fait un petit peu mal. Mais voilà, il faut choisir. Donc, c'est ce qui est le plus appréciable pour moi dans le jeu, ce que j'aime dans les jeux de manière générale, c'est qu'il faut faire des choix, et que les choix ont un impact très fort sur ce que vous allez faire, et sur si vous allez bien réussir ou non dans le jeu. Ce qu'on pourrait éventuellement reprocher au jeu, c'est l'interaction. Il y a assez peu d'interaction entre les joueurs. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Il y a quelques petites cartes un peu agressives à droite à gauche, mais franchement, ça va, ça fait pas trop de mal. Vous vous disputez un petit peu sur les cartes du milieu ou éventuellement sur les projets de conservation si vous voyez que l'autre essaye de faire des animaux d'Asie et que vous aussi, il n'y en a qu'un seul qui va avoir le bonus, donc il faut y aller un petit peu plus vite que l'autre. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais c'est pas une interaction extrêmement forte. Pareil sur le fait que la pause avance ou pas. Parfois, vous allez vouloir augmenter le tempo de la pause, vous avez besoin d'accélérer, que la pause arrive plus vite parce que vous n'avez plus de sous, ou vous voulez le faire pour embêter votre adversaire alors que lui, il aimerait bien faire une autre action avant que la pause arrive. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Mais globalement, il n'y a pas une interaction extrêmement importante, mais moi, ça ne me dérange pas. D'autant plus que le fait qu'il y ait assez peu d'interaction, ça rend le jeu solo, la variante solo, juste avec ce petit plateau-là, assez efficace, assez intéressante, et elle reproduit bien les mécaniques du jeu de base en vous mettant en fait la limite à 27 tours. C'est un peu comme si vous étiez dans une course contre la montre, ce qui représente un peu le cœur du jeu. On est sur une course, que le fait d'être le premier à faire se croiser ces deux marqueurs, c'est une course. Et ce qui est très agréable aussi avec ce jeu solo, c'est que vous n'avez pas un automat pas possible avec 50 icônes et 50 cartes et 10 pages de règles en plus à gérer. Non, c'est juste, vous prenez votre petit plateau, une fois que vous avez joué, hop, vous avancez vos cubes, et ça compte les tours, et c'est tout. Et ça, c'est vraiment extrêmement agréable de ne pas avoir davantage d'adaptation de règles que juste ce petit plateau avec les cubes pour faire le mode solo, c'est vraiment super. Donc, Ark Nova, au final, c'est un gros jeu, mais malgré tout, il est facile à expliquer. Alors facile, mais peut-être un petit peu long. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo encore, mais je pense que ça va faire plus de 20 minutes. Donc ça reste quand même un petit peu long à expliquer. Mais en même temps, une fois que vous avez compris les bases, vous n'allez pas, comme certains autres jeux, je ne sais pas, comme Root ou comme des jeux comme la Guerre de l'Anneau, des choses comme ça, si vous n'y jouez pas pendant 2-3 mois, il faut relire le livret de règles parce que vous avez tout oublié. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Ce type de jeu-là, par contre, c'est un peu comme Terraforming Mars, c'est un peu comme des jeux comme Alerto, des gros jeux, ou même à la gloire d'Odin, à la limite, ça peut être un peu comme ça. C'est des gros jeux, mais si vous n'y jouez pas pendant 2-3 mois, c'est pas très grave, parce que finalement, comme les phases sont très logiques, que tout s'enchaîne, une fois que vous l'avez intégré presque pour la vie, et vous pouvez y revenir assez facilement. Et donc c'est un jeu qui est facile à sortir, c'est un jeu qui, en plus, la mise en place est vraiment... C'est un régal, parce que, encore une fois, tout est dans les plateaux, tout est dans les rangements, et vous n'avez quasiment rien à faire, il y a juste le plateau du centre, mettre les cartes, vous prenez votre petit zoo, vous mettez les cubes et les bénévoles, et boum, c'est fini. Vous pouvez jouer. Donc ça, c'est extrêmement agréable, ce qui fait que même si c'est un gros jeu, il peut sortir très facilement, il peut s'apprendre plus ou moins facilement, il peut se ressortir une fois que vous l'avez appris plus facilement que d'autres gros jeux qui sont peut-être un petit peu moins faciles. Et puis les temps de partie sont assez raisonnables, notamment à 2 joueurs. J'ai pas joué à plus de 2 joueurs, j'ai fait 6-7 parties pour l'instant en solo et à 2 joueurs. Je sais pas trop comment ça se joue à 3 ou à 4, mais je peux un petit peu imaginer, je vois bien que finalement le temps d'attente entre 2 joueurs va peut-être être un peu long et va peut-être être un peu pénible. Puisque au début de la partie, les tours sont très rapides, hein, les cartes de niveau 1, vous faites très peu de choses, mais à partir du moment où vous avez pas mal de cartes de niveau 2, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs actions dans votre tour.
que vous allez déclencher des combinaisons en chaîne, que pour peu que la combinaison vous demande d'aller choisir des cartes qui sont ici au centre, bah du coup vous allez réfléchir, vous allez lire les cartes une par une pour voir celle qui est la plus intéressante pour vous, ce qui est normal, et du coup ça va beaucoup ralentir votre tour de jeu. Si en plus de vous faire choisir une carte, ça vous fait piocher des cartes et vous devez en défausser une sur les 4 que vous avez piochées, bah du coup il faut prendre connaissance des 4 que vous avez piochées, choisir celle qui vous intéresse le plus, faire vos petits calculs dans votre coin. Il y a des moments, il y a quand même des tours qui sont très longs avec beaucoup d'actions en chaîne, enfin très longs. Quand même pas mal long vers la fin de la partie. Donc à 2 joueurs, c'est pas grave, parce que vous attendez qu'une seule personne, et puis vous faites votre petite tambouille en attendant, vous réfléchissez dans votre coin. Mais à 3-4 joueurs, je peux voir le jeu un petit peu traîner en longueur, et je n'essayerai pas forcément d'y jouer à 4, peut-être à 3. Ça peut le faire avec des gens qui connaissent bien le jeu, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, que dire de plus? J'avais noté également... Oui, un autre petit point négatif, et je terminerai là-dessus, pour terminer sur les négatifs, c'est les cartes. J'étais un tout petit peu dérangé, normalement ça ne me dérange pas dans les jeux d'avoir l'aléatoire des cartes qui sort. Moi j'aime bien les cartes, et qu'il y ait de l'aléatoire, c'est quelque chose que j'accepte. Ça m'a un petit peu dérangé dans ce jeu-là, je ne saurais pas exactement dire pourquoi dans ce jeu ça me dérange plus que dans d'autres. Peut-être que, parce que le fait qu'il y ait des objectifs, parfois il vous faut 5 icônes asiatiques, ou 5 icônes primates, ou 5 icônes de recherche, je ne sais pas quoi, ça reste très spécifique et parfois les cartes ne sortent pas, tout simplement. Et comme vous avez un paquet de cartes énorme, alors oui, vous avez sans doute beaucoup de primates et beaucoup de cartes Asie là-dedans, mais des fois, bah, les parties, ça sort pas. La première partie que j'ai faite, on a eu très peu de cartes qui étaient en lien avec les objectifs conservation qu'on avait au début de la partie. Donc ça a été un petit peu laborieux sur cette première partie. Alors bien sûr, il y a des moyens de contrebalancer ce hasard, et je les vois tout à fait. Hein. Le fait que vous pouvez aller piocher, quand vous piochez, vous allez... surtout si vous améliorez votre action de pioche, vous allez piocher beaucoup plus de cartes, donc vous faites tourner le paquet. À chaque fois que vous faites des pauses, les 2 cartes de gauche ici sont virées, et la rivière est rafraîchie. Vous pouvez aussi augmenter votre niveau de réputation pour avoir plus de choix sur la rivière. Vous pouvez utiliser les pouvoirs d'animaux qui vous permettent des fois d'aller chercher dans la défausse, des fois d'aller chercher dans la pioche. Oui, ça contrebalance. Mais s'il y a un élément négatif, même si j'aime beaucoup le jeu, je trouve ça très prometteur pour l'instant. J'ai pas encore fait trop de parties, mais vraiment ça me plaît beaucoup pour l'instant. C'est un petit élément qui me chagrine un tout petit peu, mais voilà, c'est juste pour un petit élément négatif. Au-delà de ça, le jeu a une énorme rejouabilité, il y a plein de bonnes décisions à prendre, les mécaniques fonctionnent très bien, tout est hyper clair, on n'a vraiment pas eu de difficultés dans nos parties. Voilà, faut passer peut-être quand même les 2-3 premières parties, parce que vous avez pas mal de cartes mécènes. Les animaux finalement se ressemblent, les effets sur les animaux sont assez clairs, on les comprend très vite. Les cartes mécènes, elles ont quand même des effets qui sont tous très différents. Il y a quelques basiques, mais il y a quand même beaucoup de cartes mécènes un peu chelous. Donc il faut prendre un petit peu de temps quand des nouvelles cartes mécènes sortent pour voir si elles rentrent ou pas dans votre stratégie, alors que vous êtes déjà en train de réfléchir sur 50 autres trucs et sur l'ordre de vos actions pour voir comment vous pouvez optimiser au mieux. Voilà, et donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Ark Nova. Hop. Donc c'est vraiment le jeu qui fait parler de lui en 2022, et je pense que ça va être un jeu très apprécié. Et effectivement, je comprends pourquoi, et sans doute qu'on va très vite avoir de nouvelles extensions, parce qu'il y a notamment pour les universités, pour l'instant on n'a que 3 pouvoirs d'université, on n'a pas beaucoup de cartes projet de base, on n'a pas beaucoup de cartes décompte final, je sens qu'il y a des petites extensions qui pourraient très vite venir remédier à ces éléments-là, mais encore une fois, il y a déjà énormément de renouvellement dans la boîte de base, rien que de faire le tour de tout ça, ça va vous prendre des dizaines de parties, donc franchement, il n'y a pas du tout de problème avec ça. Voilà, donc c'est tout pour Ark Nova. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!